un filet de plus en plus ténu, jusqu'à ce que ces 3 mètres sur 3 de tissu brodé deviennent un canevas vierge, sentant les couches et la peau propre de bébé. Il me faudrait conserver ce dessus-lit comme un livre du Moyen-Âge, en ne le dépliant qu'avec une extrême parcimonie et dans des conditions optimales, sans trop de lumière ni de mouvement. En le rapportant chez moi, j'étais confusément persuadée que la maison ne fermerait pas, qu'au dernier moment quelque chose ou quelqu'un nous sauverait, qu'il y aurait d'autres babioles à haïr et à adorer, et que même si la maison disparaissait, elle irait forcément refleurir autre part. Avec tout ce dont j'avais chargé mon appartement, le lit de la Blanche, les miroirs, la table de nuit, la table basse, les serviettes, le petit ventilateur, le souvenir de la maison survivrait, c'était obligé. Mais les objets ont une façon si gracieuse, si discrète de s'acclimater. Lorsqu'elle nous a rendu visite, ma grand-mère m'a demandé extasiée où nous avions trouvé ce lit superbe, si solide. Prise de court, j'ai parlé d'un marché aux puces de Reinickendorf, même si tout dans ce lit dénonçait le bordel. Qui pouvait avoir envie d'un miroir incrusté dans la tête de lit, percluse de moulures romantiques, de colombes et de gerbes de laurier en fleurs? Mais posé là, dans la chambre, il avait perdu tout son ridicule érotisme. Il avait l'air humble d'une bonne affaire inespérée. Et lorsque j'ai annoncé qu'il nous avait coûté à peine 30 €, ma grand-mère a répété que vraiment c'était un lit adorable. Comment avions-nous fait pour le transporter jusqu'ici? Or, ça a été une galère pas possible, me suis-je entendu répondre. Il pleuviotait ce jour-là, et on s'était levé à 7 h du matin pour aller louer une camionnette à l'autre bout de Berlin, parce que j'avais eu les yeux plus gros que le ventre et qu'on devait récupérer, en plus du lit, 4 miroirs, 2 tables et un nombre considérable de merdouilles auxquelles je n'aurais pas accordé un regard si je ne les avais pas connus dans cette maison. On s'est garé sur le bateau, juste devant la porte, d'où entraient et sortaient quelques-unes de mes collègues et une troupe d'hommes de main russes armés de mètres à ruban et de tournevis. C'était la première fois que je voyais cette porte si désespérément ouverte entre les 2 boules de buis. Ça ne sentait pas le déménagement, ça sentait le redressement fiscal, les huissiers, la débandade. Au premier étage, tout était déjà vidé. En passant, Jutta a embrassé la pièce d'un long regard triste et soupiré. Quel gâchis, hein? Et elle est partie en prétextant un rendez-vous, mais je pense que ça lui mettait surtout un coup de voir le lit disparaître de la chambre. Ça nous a bien pris 1 heure pour le démonter, parce qu'il était en 3 parties incroyablement lourdes, absolument pas faites pour être transportées. Quelqu'un avait conçu ce lit pour qu'il reste là, qu'il n'ait jamais à en sortir. Le sommier n'est qu'un assemblage de planches de bois massif. On pourrait sauter dessus de toutes ses forces qu'on n'entendrait pas un craquement. Il a été bâti pour ça, pour l'agitation, pour les coups de rein féroces, pour les nuits de noces, les étreintes sauvages et furtives. Pas vraiment pour dormir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y dort si bien. On s'y enfonce terrassé par l'épuisement de tous les gens qui s'y sont dépensés pendant 40 ans. Enfin ça, personne ne le sait à part moi. Et moi, ça me prend un petit moment avant de fermer les yeux. Parce que je suis toujours distraite de ma fatigue par le besoin de me regarder dans ce miroir. En tournant la tête, j'ai toujours l'impression que je vais voir, derrière les globes de mes fesses avantageusement ramassées, la commode blanche où Winger rangeait les draps, la lampe en forme d'étoile, le tableau mièvre d'une blonde à sa fenêtre. Et j'entends presque la soupe musicale qui filtrait des haut-parleurs et que je compterais avec ma playlist sur la chaîne IFI. Ce jour-là, j'ai bien cru que le lit ne sortirait jamais de la chambre. Qu'il allait falloir le mettre en morceaux, comme on le faisait jadis aux bébés qui se présentaient par le siège et qu'on ne pouvait pas accoucher. Même après avoir extrait une bonne 50aine de vis, le cadre de lit s'est fendu lorsqu'on a essayé de le soulever. C'était impossible. On a dû appeler à la rescousse les 5 Russes qui démontaient un autre lit dans une autre pièce. On aurait dit des employés de pompes funèbres. J'ai regardé le parquet, plus clair à l'emplacement du lit, en songeant qu'au moment où ces lattes avaient vu la lumière pour la dernière fois, la patronne était une toute jeune femme, et les 3/4 des filles qui passeraient dans cette chambre n'étaient même pas nées. La poussière avait le même âge. On a chargé le camion, on est parti fourbu, couvert de crasse, et ça a été la dernière fois que j'ai contemplé cet immeuble, ces pièces, ces boules de buis, cette rue de Wilmersdorf, la dernière fois que j'ai senti cette odeur. Au lieu de quoi,
je brode sur mon histoire de marché aux puces providentiel, où une paire de miroirs ayant coûté 400 € à l'origine, comme le stipule l'étiquette derrière, nous a été abandonnée à 20% de son prix. Et cette lampe, et ces serviettes, et ce vide-poche. La seule chose qui sente vraiment le bordel, c'est le dessus de lit que je cache comme la robe de mariée d'une union annulée pour des raisons tragiques. Je ne pourrais pas en justifier l'achat, il est à 1000 lieues de mes goûts habituels. Sa valeur est purement sentimentale, des sentiments qui paraissent impossibles à justifier. Et donc j'écris ce livre. Et je n'ai pas tellement de choix, parce que le petit vient de se jeter dans mes bras, nu comme un verre après son bain, et a copieusement arrosé le dessus de lit qu'il faut maintenant que je lave. On peut toujours faire confiance aux enfants pour tourner de force des pages qu'on aimerait garder ouvertes. La séparation commence ici. Mon livre aussi. Il ne fallait pas aller du côté où habitait la dame aux grandes belles robes. Personne ne lui parlait. Personne ne lui disait même bonjour. Elle enlevait les petits garçons. Sa maison en était pleine. Pleine de petits garçons qu'on n'avait jamais revus, qu'on ne reverrait jamais parce qu'elle les mangeait l'un après l'autre. La dame aux grandes belles robes était une fille de joie. Louis Calafert, La mécanique des femmes. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeiß doch endlich Schmidt und Press und Mosch aus Krausberg raus. Tonsteine Scherben, Rauhaus Song. Season of the Witch, Donovan. Quand ai-je commencé à y penser vraiment ? J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Peut-être tout simplement il y a 25 ans, à Nogent, un 14 décembre. Peut-être une décennie plus tard, lorsque les petites filles et les femmes ont commencé à se distinguer dans ma tête. Peut-être lorsque j'ai commencé à lire. Peut-être lorsque j'ai compris que je ne pourrais pas garder Joseph et que je marchais seule, triste, dans les grandes rues de Berlin couvertes de givre. Il se pourrait que ce roman commence précisément cette nuit-là. Stéphane, qui est venu me rendre visite et s'en mord sans doute les doigts, dort profondément à côté de moi et non content de prendre toute la couverture, émet un ronflement sourd, lourd de sens. Si je ne suis pas capable de trouver le sommeil à côté d'un homme qui ronfle, et qui ronfle aussi parce qu'il n'a plus 20 ans, ça veut dire qu'une fois de plus, je me suis fourvoyée. Que contre toute attente, et malgré mon amour pour Stéphane, ce qu'il me faut, c'est un garçon au sinus béant, flambant neuf, par extension, un garçon de mon âge. Serait-ce possible ? Il y a bien Joseph ? Joseph. Pensez à ce nom dans le noir, l'articuler sans bruit pour la caresse des lèvres qui se frôlent, est une douleur à laquelle je ne trouve pas de nom. Et c'est peut-être mieux ainsi. Peut-être que Joseph ne devrait pas être mêlé à ce roman. Quand quelqu'un part, c'est comme une mort, dont on ne peut pas se remettre, parce que la pensée que cette personne est bel et bien vivante, pas si loin, ayant décidé de ne plus exister, n'en finit pas de cracher du sel sur les plaies. C'est une mort. Et j'ai contribué à tuer Joseph, comme je me suis appliquée à tuer tous les gens que j'aime, petit à petit. Je comprends sa haine pour moi, sa haine qui, comparée à celle que je me porte, ressemble à une vague antipathie. Je suis partie à Berlin parce que je suis lâche et que je ne voyais pas d'autre moyen de lui faire comprendre que j'étais sans espoir, que nous étions sans espoir. J'étais persuadée de trouver là, dans cette ville, des gens qui me ressembleraient. Je ne sais pas encore s'il existe au monde des gens comme moi, mais la rue ne cesse de m'appeler, à grands cris, usant des moindres prétextes. Depuis que Joseph est parti, j'ai l'impression de retenir ma respiration tant que je ne suis pas dehors, que je ne marche pas. Et maintenant que Stéphane dort, aussi profondément qu'il est possible, je ne vois pas ce qui m'empêcherait de respirer à nouveau. Alors je m'habille pour m'enfuir. Quand Stéphane n'était pas encore là, je mourais de solitude. Et il a suffi qu'il arrive pour que je me languisse de moi-même, comme c'est le cas dès lors que quelqu'un
n'importe